Il y a des jours où tout file tout droit, et d'autres où ça part en travers. Dans Dérapage, je te partage mes histoires de vie. Ces moments qui bousculent, qui piquent, mais qui font grandir. Je te raconte une scène, un choix, une erreur, et surtout les déclics qui m'ont permis de m'en sortir. Je m'appelle Christian, aujourd'hui c'est moi ton hôte, et je te souhaite un excellent épisode. Bonjour à tous, aujourd'hui c'est un jour un peu spécial, on est le 5 novembre, date à laquelle je tourne cet épisode, et c'est la veille de mon anniversaire, donc je suis né le 6 novembre 1993, et donc je vais avoir 32 ans. Et je me suis dit que c'était les bons moments pour pas faire des leçons de morale à la mode si j'avais su ça, nani, nana, j'aurais été un homme meilleur. Plutôt de vous parler de mes blocages et des croyances que j'avais lorsque j'étais jeune. Je pense que. Enfin, je pense. C'est même sûr que lorsqu'on est jeune, on a énormément de blocages, tous. Certains restent pendant très longtemps, aux croyances. D'autres partent avec le temps, ou parce que, tout simplement parce qu'on évolue, et notamment de par notre expérience, par notre entourage. Mais je trouvais que c'était intéressant d'y revenir, juste juste pour moi-même, pour faire une petite introspection. Et puis, pour parler de ça, première croyance que j'avais, et c'est assez bizarre lorsque j'étais jeune, je pensais que gagner beaucoup d'argent, c'était forcément faire du mal ou que c'était bizarre. Honnêtement, je sais pas trop d'où est-ce que je tiens cette croyance, mais je sais que je le pensais réellement lorsque j'étais jeune. Quand je dis jeune, c'est-à-dire moins de 20 ans. Peut-être que ça vient je sais pas, de mon entourage. Je vais pas faire le mec, ouais, j'ai été SDF, on a vécu dans la rue avec mes parents, c'est pas du tout le cas. On a vécu dans une maison en région parisienne, donc rien de tout ça. C'était un milieu assez favorable, sans non plus, c'était pas ennuyé non plus, mais disons que j'ai jamais manqué de rien lorsque j'étais jeune. Mais c'est vrai que mes parents faisaient énormément attention à l'argent. Dans un sens où c'est simple, je sais pas, dès que je voulais un truc, c'était toujours non. J'avais rien, vraiment quand j'étais petit, j'avais pas grand-chose hein, pour jouer en termes de jeu. La console de ma meilleure console de jeu, c'était la PlayStation 2. J'ai eu la DS une fois, la Nintendo DS. Mais sinon, j'avais pas énormément de jeux. Et en fait, j'ai compris pourquoi plus tard. C'est-à-dire que du coup, ils sont beaucoup relâchés aujourd'hui. Mais c'est que en gros, pour eux, la priorité numéro une, c'était payer le crédit de la maison. Et en gros, le jour où ils ont arrêté de payer le crédit, donc vers 2012-2013, c'est là que j'ai bien senti qu'en fait, il y a eu un déclic et concrètement, je sais pas qu'ils s'en foutaient, mais ils faisaient bien moins attention, quoi. Lorsqu'on allait au restaurant, je sais pas, lorsqu'on faisait un truc, en gros, on faisait beaucoup moins attention à l'argent, disons, tout en comptant tout de même les sous. Donc je pense qu'il y a peut-être cette partie-là. Après, c'est vrai que dans ma famille, il n'y a non plus personne qui a imprimé énormément de moyens, enfin, qui a un job très élevé parmi mes oncles, mes tantes ou mes cousins, enfin, du moins à l'époque. Et je dis que je venais pas du coup non plus d'un milieu défavorisé, mais j'étais pas non plus dans les quartiers entre guillemets très aisés quoi. Pour faire simple, je viens de d'Ivry-sur-Seine, donc c'est une banlieue, une petite banlieue parisienne. Disons que c'est pas là-bas que les CSP+ vont vivre, que les CSP+ de la Défense ou de Paris vont vivre une fois qu'ils ont un peu d'argent, disons. Donc je pense que c'est peut-être lié à ça. Et aujourd'hui, je pense que ça a beaucoup changé, notamment mon rapport à l'argent. De un, c'est vrai que très jeune, du coup, je me suis mis un peu à jouer au poker de 18 jusqu'à peut-être 21, 22 ans. Toujours un petit peu aujourd'hui, mais arrêté beaucoup moins, je sais plus jouer. Je pense que ça a quand même changé mon rapport à l'argent parce que je me suis mis à gagner des petites sommes, après en perdre, mais aussi du coup à manipuler beaucoup d'argent pour quelqu'un de 18 ans. Quand je dis beaucoup, je sais pas, j'ai déjà eu 5000 euros sur moi par exemple, en cash. Donc à 18 ans, c'était pas mal et je me souviens du jour où c'était ça, en gros j'avais gagné une somme, enfin j'ai gagné 7200 euros je crois exactement, dans un tournoi de poker. Et je sais pas, j'étais même pas tendu pour le coup. C'était presque habituel. Alors qu'aujourd'hui, si ça se reproduira à 32 ans, je pense que je tremblerai beaucoup plus et je ferai beaucoup plus attention. Donc il y a ce côté-là. Et ensuite, je pense que beaucoup de mes blocages sur l'argent se sont levés suite à mon premier CDI chez Germinal notamment. Parce j'étais entouré du coup de beaucoup de personnes qui du coup n'avaient aucun blocage par rapport à ça. Et en fait, c'est simple, ça a pas trop changé en réalité, enfin si un peu, mais à l'époque on parlait que d'argent pratiquement. C'est comme ça. Parce que certains faisaient des missions freelance à côté. T'en avais qui avaient des petits business en plus de l'agence. Par exemple, il y avait deux jeunes, Embrice et Clément, qui avaient lancé des boutiques en dropshipping. Allez, à l'époque où ça marchait encore. Et ils avaient quand même fait 2 millions de C en fait en vrai. Donc en vrai, ça, quand tu vois des 2 millions de chiffre d'affaires en vendant à l'époque du coup des montres et des plaids, c'est marrant quoi. Ils avaient presque une multinationale. En gros, ils vendaient ça du coup en Allemagne, en France, en Italie et dans plein d'autres pays.
Et c'est vrai qu'en fait, quand tu vois ça, du coup, tu te dis bah, que c'est possible de gagner du coup de l'argent. Du coup, ça te met un peu dans un autre mindset quand tu vois d'autres personnes faire. Je me souviens aussi à l'époque, un peu dans le même esprit, t'avais un gars qui s'appelait Alain, enfin qui s'appelle Alain, qui vendait des canapés en dropshipping sur Internet, qui avait vendu des porte-clés aussi en mode Saint-Valentin, il vendait des porte-clés personnalisés en ligne et qui faisait du coup pas mal d'argent. Et à l'époque, je me sens que ça m'avait pas mal impressionné. Je pense qu'en partie, mes blocages sur l'argent ont sauté avec ça. Et, euh, et puis voilà, tant mieux. Tant mieux parce que bah, vu que j'essaie de créer une boîte, forcément, ça importe, c'est hyper important. Et non, il y avait autre chose, il y a un autre point aussi. Il y a un blocage que j'ai fait sauter du coup en freelance lorsque je me suis mis à accumuler pas mal de clients et que du coup j'avais fait à l'époque un mois ou à 10 000 euros. Bon, du coup, c'est pas net, hein, je précise, ça va une société et puis l'État passe derrière. Mais je sais pas, je saurais pas comment l'expliquer, mais en réalité, c'est hyper gratifiant parce que tu te dis que c'est toi qui allais chercher les clients, qui du coup propose un service qui intéresse une personne et que du coup, bah, c'est ton argent et que tu la voles à personne, quoi. Je sais qu'à cette époque-là, ça m'avait, donc c'était, je pense, en 2021, je pense. Fin 2021, non, ouais, 21. 2021, je sais plus quel mois. Je sais que ça m'avait beaucoup mis en confiance par rapport à ça. Et sur ma capacité, du coup, bah, à gagner des sous, tout simplement. Donc, et puis, bah, j'espère que mon blocage par rapport à l'argent a totalement sauté. Je pense qu'il y a forcément toujours des blocages à ça, hein. C'est très dur de dire que tous les blocages face à l'argent ont sauté, à moins vraiment d'être multimillionnaire ou voire milliardaire, et encore. Et voilà pour ce sujet. Plus long que prévu d'ailleurs. Je pensais pas parler aussi longtemps d'argent, même si j'aime bien ce sujet. Maintenant, je vais aborder un deuxième point, c'est la tolérance. Quand j'étais jeune, je pensais que j'étais totalement ouvert d'esprit, mais en fait, je l'étais pas. Pour quelle raison? C'est vrai que quand j'étais jeune, j'ai toujours la capacité à juger les gens très rapidement. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, j'ai toujours un esprit un peu moqueur. J'aime bien toujours gentiment, mais c'est vrai, bah, j'ai un peu la vanne facile, disons, sur des personnes ou sur des choses qui arrivent dans la vie quotidienne. Et à l'époque, donc en gros, c'est quelque chose que je sais pas, que j'ai automatiquement en moi. C'est impossible à décrire, mais du coup, c'est pour ça que j'en aime bien aussi, parce que je peux rigoler très facilement des choses. Mais c'est vrai que j'avais très souvent ça à juger les gens assez rapidement et surtout à penser que les gens qui ne pensaient pas comme moi étaient un peu bizarres. Alors qu'en réalité, être tolérant, de ma définition que j'ai, c'est accepter du coup bah, qu'une personne se comporte différemment ou qu'elle ait des pensées différentes de toi, même si tu n'es pas en accord avec elle. Exemple, exemple, je réfléchis parce que sinon je vais déraper. Je vais chercher un exemple de mes expériences en Asie. Du coup, je pense que j'ai beaucoup changé en Asie. Donc, pour le contexte, j'ai vécu 1 an en Asie. Et donc, c'est là-bas que j'ai rencontré beaucoup d'Australiens, d'Américains, des Français ici, mais qui vivent vraiment dans un monde différent. Et c'est vrai qu'en fait, ça a beaucoup ouvert ma tolérance et ma curiosité parce que j'ai vu beaucoup de personnes qui faisaient bah, déjà par exemple, des jobs assez différents. T'as beaucoup de personnes qui bossent dans la restauration, beaucoup de personnes dans l'humanitaire. Et je trouve que ça permet d'avoir un point de vue bah, clairement différent et surtout d'essayer de comprendre ces personnes, quelles sont aussi leurs motivations à venir vivre en Asie. Parce que bah, c'est vrai qu'il faut quand même être un peu, bah, du coup, entre guillemets, étrange pour quitter la France pour aller vivre au Cambodge. Parce que chacun a ses motivations. Et du coup, le truc que j'ai appris, c'est que bah, si une personne se comprend de telle ou telle manière, en fait, il y a forcément une raison. En fait, il faut l'accepter, même si en fait on est d'accord ou pas avec ça. Ensuite, troisième point, à l'époque, j'étais pas forcément timide. Disons que j'avais énormément de mal à parler en public. J'avais beaucoup de blocages par rapport à ça. Typiquement, dans mes études, donc j'ai fait un DUT, une école de commerce, il y a énormément de travaux en groupe où il faut présenter des dossiers en classe, des sortes d'exposés, on va dire. Et moi, j'étais vraiment le genre de mec à avoir une feuille devant moi et à parler avec la feuille devant la tête et à lire mes notes, quoi. Quand j'y repense, c'est totalement un peu, bah, totalement débile. Et en réalité, ça aide pas. Alors qu'aujourd'hui, je dirais pas que je serais capable de parler devant 1000 personnes, mais en gros, j'ai aucun problème à parler devant une trentaine de personnes, vingtaine. Enfin, c'est un no-brainer pour moi. Et ça, pour le coup, ce blocage, j'ai réussi à le casser, je pense, en donnant des cours en école de commerce. Je me souviens de mon premier cours, donc là, c'était pas en école de commerce, mais c'était dans une sorte de bootcamp, à l'époque, ça s'appelait Human School. Je me souviens de mon intervention c'est sur le sujet Google Ads, il durait 2 heures. Et vraiment, pendant 15 minutes, mais je transpirais.
Je m'en suis encore ce moment, je transpirais des grosses gouttes, quoi. Vraiment, je transpirais énormément, j'avais chaud dans mon pull. Et par contre, une fois que les examens sont passés, en gros, ça allait et je me souviens, c'était très agréable et j'avais eu là les félicitations des élèves. Alors qu'aujourd'hui, honnêtement, je donne des cours du coup en ce moment à l'ISEG, à Paris et à l'IA d'Aix-en-Provence. En vrai, mes cours, c'est à peine si je les relis la veille et je regarde un peu le syllabus, je regarde la salle. Puis je débarque le jour J, pas les mains dans les poches, mais en gros, je suis tranquille, quoi. Je sais qu'il y a aucun enfin, je sais que j'aurai aucune difficulté. Le pire truc qui puisse m'arriver, et c'est un peu arrivé une année, je sais plus, il y a 2 ans ou l'année dernière, non, il y a 2 ans, juste que t'es des éléments perturbateurs en classe, quoi. Mais en vrai, j'ai appris à les gérer et c'est tranquille, disons, pour moi. Donc ça, c'est cool parce que je pense, pour le coup, avoir peur de parler en public ou avoir peur de parler globalement, c'est quand même quelque chose qui bloque dans la vie, hein. Franchement, là, je dis pas que je suis parfait de ce côté, mais disons que si jamais t'as du mal à exprimer les choses, t'as du mal, en gros, à vraiment dire ce que tu veux et ce que tu veux faire, bah en fait, ça, la vie est plus dure, quoi. Autre croyance que j'avais, au niveau de l'entrepreneuriat, pardon. J'étais persuadé que pour créer une entreprise, il fallait faire quelque chose de nouveau. Un truc que personne n'avait vu. Je pense que c'est la pire des croyances possibles parce que faire ça, créer en fait un concept que jamais vu ailleurs, que ce soit aux US, en Chine ou peu importe, en fait, c'est le meilleur moyen de, je pense, de planter une boîte ou de ne jamais se lancer parce qu'il n'y a jamais eu de playbook. Et de deux, si on lance, en fait, de se planter parce qu'il n'y a jamais eu de proof of concept, concrètement. Donc, je sais pas pourquoi j'avais ça en fait pareil quand j'étais petit. Du coup, bah là, ça totalement, je suis totalement contre aujourd'hui, hein. En réalité, pour créer une boîte, faut absolument pas inventer quelque chose de nouveau. Faut idéalement en fait copier quelque chose d'existant avec une nouvelle proposition de valeur ou en fait un avantage que le concurrent n'a pas ou potentiellement sur un nouveau marché. C'est plus ça qu'il faut faire pour imager ça. Par exemple, si jamais il n'y a pas de restaurant japonais à Ivry, bah ça pourrait être une bonne idée d'ouvrir un restaurant japonais à Ivry-sur-Seine parce que tu sais qu'il n'y en a pas et que, par contre il y a toujours la demande pour ce type de produit, quoi. Et surtout que copier en fait ça permet du coup de prendre le meilleur du coup du concurrent, de l'adapter et puis d'exécuter hyper rapidement. Il y a déjà du coup comme je disais un playbook de fait, on sait ce qui a marché, ce qui ne marche pas ou ce qui ne marche pas, pourquoi en fait ça n'a pas marché, et ce qui a marché, pourquoi ça a marché. Donc c'était totalement débile. Mais en soi, c'était pas un gros blocage, mais je trouvais que c'est une croyance marrante par rapport à mes situations d'aujourd'hui. Autre croyance, j'ai changé d'avis pour rechanger d'avis assez récemment par rapport aux études et aux diplômes. Quand j'étais jeune, j'étais persuadé que c'était impossible de réussir sa vie sans avoir un diplôme. J'avais vraiment le modèle de la personne qui bosse en costard-cravate à la défense, qui était, je sais pas, avocat ou qui a fait une grande école d'ingénieur ou d'école de commerce. Et du coup, j'étais persuadé que si jamais je faisais pas ça, je pourrais pas réussir ma vie. Donc c'est pour ça qu'en partie que j'ai fait des études, donc raison numéro une. Et puis raison numéro deux, en réalité, parce que j'étais perdu dans ma vie et je savais pas quoi faire. Donc je me suis dit que le plus simple à faire, c'était suivre un peu ce que faisaient les personnes qui étaient avec moi au lycée. Donc la plupart ont fait des DUT ou des prépas. Prépa, je voulais pas y aller, puis je pense que j'étais pas assez bon. Et ensuite, du coup, une école de commerce, que c'était un peu la suite. Et en fait, quand j'étais à l'intérieur, je me disais que c'était clairement surcoté. Parce que j'avais pas l'impression d'apprendre des choses. Du coup, pendant mes études et après, je me dis que c'était clairement quelque chose de surcoté, tout en sachant qu'en réalité, j'étais toujours perdu, je savais pas quoi faire de ma vie. Et assez récemment, je pense que c'était quelque chose que je pensais pas il y a même 2 ans. En fait, je me suis rendu compte que, avec le recul, donc là, aujourd'hui à 32 ans, on voit un peu du coup ce que font mon entourage qui a fait des études et d'autres ceux qui n'ont pas fait d'études. C'est vrai que, bon, bien sûr, il y a toujours des cas particuliers, clairement. Mais les personnes qui n'ont pas fait d'études, en gros, j'ai pas envie de dire qu'elles ont moins bien réussi, mais disons que forcément, elles font des types de métiers que moi, je ne ferais pas aujourd'hui. Ils sont très manuels. Et que, pour dire en d'autres termes, en gros, certains sont dans la galère, quoi. Moi, je le vois, en fait, du coup, ils sur scène parmi les personnes qui étaient avec moi, du coup, ça remonte très longtemps, en école primaire, maternelle. Certains, je les reconnais, mais du coup, on se dit pas bonjour parce que ça fait comme 25 ans, mais je les vois traîner en fait dans les cafés, galérer, du coup, à tout le temps être devant. Et du coup, c'est quelques personnes, hein, c'est pas non plus 10 000, mais en fait, à être sûrement au chômage H24 et en fait à galérer dans leur vie, quoi, concrètement. De toute façon, quand tu passes tes journées au café, c'est jamais très bon signe. On en connaît tous quelques-uns, des gens comme ça. Et forcément, quand je vois aujourd'hui ce que font les personnes avec qui j'étais en études, pour le coup, ça veut pas dire qu'elles sont forcément plus heureuses, mais c'est sûr que, disons, que je pense que c'est forcément grâce aux études qu'elles ont faites, elles avaient un bagage plus adapté pour du coup rentrer dans le monde, s'intégrer dans le monde du travail. Et ça, c'est sûr. Certes, certains
Énormément d'ailleurs ont fait des reconversions. Par exemple, j'ai découvert très récemment que un collègue à moi d'école de commerce, du coup, s'est reconverti en tant que pizzaiolo. Très marrant. Il y en a, je sais, qui est devenu prof d'espagnol, il me semble. Voilà, et donc il y a pas mal de reconversions. Mais clairement, en fait, l'école, pour moi, l'école, c'est pas forcément ce que tu vas apprendre qui est important en réalité. C'est surtout l'environnement dans lequel ça te met qui est important. C'est de un, en général, vu qu'il y a un tri, dans la plupart des écoles, pas toutes, mais t'es souvent avec des gens brillants, c'est pas forcément le cas, mais disons qui ont toute leur tête. Et de deux, c'est vrai que je pense que pour les personnes du coup qui n'ont pas fait d'études, si jamais t'as pas d'entourage, c'est très dur quand même de soit d'entreprendre ou d'avoir un bon job parce qu'en fait t'es perdu quoi. T'as pas de repère. En fait t'as pas de repère concrètement. L'école ça te permet du coup d'avoir un repère, d'apprendre comme des choses en réalité. Même si on sous-estime un peu cette partie, on a toujours l'impression de rien apprendre à l'école. Mais surtout de t'aiguiller sur un peu les métiers qui existent, les directions possibles. Ou lorsque t'es jeune et du coup si jamais t'as arrêté l'école très tôt, t'as personne qui peut te montrer. Encore aujourd'hui en réalité avec internet et tout ce qui est contenu en ligne c'est possible. Mais c'est vrai que sinon, je trouve que c'est très très dur, quoi, disons. Je trouve que c'est très très dur de s'en sortir sans études et diplôme. Autre blocage que j'avais, c'est le dernier. Quand j'étais plus jeune, j'étais beaucoup dans... Je sais pas si c'est un blocage, mais disons dans l'inaction. J'avais vraiment besoin de tout comprendre avant d'agir. Disons que c'est en jouant au poker que j'ai compris qu'en réalité, et c'est un peu la même chose au poker, c'est que la vie en fait c'est un jeu à informations incomplètes. C'est-à-dire que lorsqu'on fait un truc, c'est très dur d'avoir toutes les informations possibles. C'est qu'en fait, il faut faire des estimations. Ok, on a cette formation-là pour faire ça, ça, il nous manque potentiellement ça, mais en fait, du coup, on décide de le faire ou pas. Et je pense à partir de mes 20 ans que j'ai compris ça, où je me suis un peu, disons, plus bougé le cul, entre guillemets, dans toutes mes actions, jusqu'à un point, arriver à un point, je pense, entre mes 26 et jusqu'à aujourd'hui, où je prends trop de décisions trop rapidement. Là, je pense que c'est peut-être le stade de la maturité, mais je pense que je suis capable de prendre des décisions avec certes peu d'informations, mais tout en réfléchissant. Et je suis un peu passé partout, tous les états, disons. Pendant longtemps, parfois, en fait, j'attendais beaucoup trop longtemps avant de prendre des décisions sur est-ce que je dois faire tel sport ou tel sport, est-ce que je dois faire telles études, est-ce que je dois chercher ce job, faire ci, faire ça. Et en fait, du coup, j'étais dans l'inaction. Et là, je pense parfois, je vais beaucoup trop vite. Typiquement, pour parler de ça récemment, je me suis toujours lancé dans plein de projets hyper rapidement, sans forcément estimer les risques, dans des investissements aussi. Que ce soit forcément crypto en 2021 où j'ai perdu un peu d'argent, sur des trucs un peu débiles. Et puis voilà quoi. Et là, je sais qu'aujourd'hui, je suis un peu plus, je prends des décisions de manière un peu plus réfléchie par rapport à ça, de par aussi mes erreurs, parce que ne pas agir, en fait, c'est pas bien, mais agir trop vite, c'est aussi, c'est pas bien non plus. Donc, sujet, voilà, c'était je pense je sais pas si c'est un blocage ou une croyance disons, mais c'est vrai que c'était un peu un problème que j'avais. Voilà par rapport à ça. Pour conclure cette partie, il y a vraiment une dernière croyance que j'ai en partie encore. J'ai toujours été persuadé de tout pouvoir faire tout seul, sans me faire aider. Je sais pas pourquoi, mais jusqu'à très récemment, j'avais toujours peur de me faire coacher ou de me faire aider par d'autres personnes ou de demander de l'aide. Et c'est une chose qui est partie suite à mes échecs, notamment avec ma conjointe. On avait un projet d'agence qui a foiré concrètement et enfin un projet de création d'entreprise. Et en fait, du coup, on a discuté de ça et moi, j'ai réalisé qu'en réalité, je pense, c'est pas que je croyais trop en moi, mais j'avais quelques blocages, notamment sur la vente, et j'avais pas osé me faire aider. Et c'est chose que j'ai corrigé notamment en prenant de un coach en sales. Donc là, on a fait trois sessions et ça se passe assez bien. J'en ferai peut-être un épisode un jour. Et une psy. Ça, pareil, ça m'était un épisode. Parce que, honnêtement, je pense que ça m'a déjà beaucoup aidé, bizarrement, en seulement 2 séances. Et disons, je suis presque sûr enfin, je suis pratiquement sûr que ça m'a aidé parce que même mentalement, je me sens déjà un peu mieux par rapport à ça. Mais bizarrement, ça me paraît aussi bizarre qu'elle m'ait débloqué les trucs en 2 séances. Il y a un truc qui va pas forcément, mais bon, écoute, tant mieux. Et puis voilà, pour cet épisode, c'est la fin. J'espère que ça vous a plu. Et rendez-vous l'année prochaine pour mes 33 ans. Peut-être qu'il y aura d'autres blocages que j'aurais cassés. Ciao, ciao!